Alors, bonjour chers élèves. Pendant cette séance, je vais essayer de vous donner une chose un peu particulière. Il ne s'agit pas d'un cours précis, bien entendu, mais surtout d'une méthodologie de résolution de problèmes mathématiques. Alors, rappelez-vous du proverbe chinois qui dit « Ne me donne pas un poisson, mais apprends-moi à pêcher ». Alors effectivement, c'est le thème central de cette séance. Nous allons essayer d'évoquer un certain nombre d'attitudes qu'il faut développer pour réussir une résolution de problèmes mathématiques. Donc le thème central, c'est la méthodologie de résolution de problèmes mathématiques. Alors tout d'abord, nous allons essayer de partir d'un certain diagnostic. Alors, en classe, vous allez remarquer que la plupart d'entre vous se précipitent à répondre sans réfléchir. À l'oral aussi, certains professeurs favorisent trop souvent la rapidité des réponses des élèves. Et notamment, les élèves ont l'habitude de travailler sur des livres, des manuels d'exercices solutionnaires, ce qui ne leur permet pas de prendre le temps pour réfléchir. Donc, un certain nombre de facteurs qui, généralement, défavorisent l'apprentissage de la résolution de problèmes mathématiques. Alors, pour ce faire, je vais essayer de vous donner un certain nombre de termes, un lexique relatif à la résolution de problèmes mathématiques, et cela traduit, effectivement, un certain nombre d'attitudes qu'il faut développer pour pouvoir réussir la résolution d'un problème mathématique. Alors, au début, parce que c'est une séance préliminaire, en fait, et d'autres séances viendront pour mettre en application ce genre de pratique. Alors, il y a un certain nombre d'attitudes, de comportements, qui ne sont pas visibles en cours de résolution d'un problème, mais il faut en être conscient. Il y a d'abord l'attitude d'espoir, et puis l'attitude d'apathie. Viendra après l'attitude d'allégresse, détermination, persévérance, satisfaction, impulsivité. Il y a aussi certains gestes mentaux qu'il faut développer, tels que l'intuition, l'imagination, l'esprit critique, etc. Voilà, donc je vais essayer de définir tout d'abord chaque attitude avec, bien sûr, plus de précision. Alors, commençons tout d'abord par cette attitude. Vous allez remarquer que l'énoncé d'un problème étant lu, généralement, l'élève doit être capable de le raconter autrement ou de s'en faire des images. Et en même temps, l'élève doit faire appel à ses expériences antérieures, à ses connaissances mathématiques et aux diverses stratégies de résolution. Alors, il y a ça, et ici, le geste d'attention. Bien entendu, quand on est face à un problème mathématique, on commence tout d'abord par le lire, et le relire plusieurs fois s'il le faut. Donc, c'est pour cela qu'il faut être conscient de l'attitude d'attention. Si on n'est pas attentif face à un problème mathématique, bien entendu, on ne va pas réussir sa résolution. Donc, la première condition pour réussir la résolution d'un problème mathématique, c'est d'être attentif. Alors, ce geste peut être associé à l'application, l'approfondissement, la concentration de l'esprit, la curiosité, l'effort et la vigilance. Alors, de cela, les caractéristiques de l'attitude d'attention. Et c'est une étape très importante. Nous allons remarquer aussi, comme j'ai dit tout à l'heure au départ, que la plupart des élèves commencent à répondre sans avoir lu la question. Alors ça, c'est une attitude négative qu'il faut vraiment éviter. Cela pour l'attitude d'attention. Et puis après, là vous allez être conscient aussi, en cours de résolution d'un problème, qu'il
il vous arrive parfois d'être apathique, c'est-à-dire vous manquez d'énergie, d'émotion pour évoquer le problème et pour choisir des stratégies de résolution. Alors l'élève apathique, c'est-à-dire celui qui n'est pas enthousiaste en quelque sorte, ne ressent aucune émotion positive face au problème, ou encore il éprouve des émotions négatives. Par exemple, il dit que c'est difficile, je ne peux pas le faire, etc. Donc, c'est un élève qui ne peut pas lancer un défi. C'est un élève apathique, on le dit. L'élève apathique attend généralement, il attend que les autres fassent des efforts pour lui donner une idée lumineuse, et ne la recherche pas tout seul. Alors, ça c'est pour l'attitude d'apathie. Alors, généralement, qu'est-ce qu'une attitude? L'attitude des élèves face à un problème mathématique, c'est à la suite d'une décision, il prend tous les moyens mis à sa disposition pour relever le défi. L'élève, généralement déterminé, procède pas à pas, avec précision, et sans brûler d'étapes. Il maîtrise ses émotions pour ne pas perdre inutilement son énergie. Il y a aussi, vous allez être conscient qu'il y a aussi un sentiment de joie très vif qui peut se manifester avec beaucoup de vigueur. Vous vous rappelez du grand savant Archimède, quand il a obtenu sa poussée, il a crié « je l'ai trouvé, l'Eureka ». Ça c'est un exemple historique qui montre que généralement quand on arrive au bout d'un problème, de la résolution d'un problème, on est généralement satisfait, on sent le plaisir, etc., et un triomphe. Et on ressent ce qu'on appelle l'allégresse. Voilà donc, vous allez vous remarquer qu'il y a un certain nombre de termes un peu nouveaux concernant la pratique. Ça c'est donc pour le sentiment ou l'attitude d'allégresse. Alors, pour ce qui est de la suite, il y a aussi parfois réactions affectives plus ou moins intenses qui se manifestent par différents comportements. Alors, cette réaction peut être pénible ou heureuse devant un problème. L'élève éprouve des émotions négatives ou positives, ou à moins de ne pas avoir de projet. Le sentiment suivant, c'est un sentiment qui amène l'élève à croire qu'il est capable de résoudre le problème en choisissant une stratégie appropriée. L'élève qui conserve son espoir ne démissionne pas devant la tâche et augmente sa détermination. Donc il y a aussi l'attitude de détermination, c'est-à-dire quelqu'un de déterminé, quelqu'un de persévérant, c'est-à-dire il est engagé en langage de résolution de problèmes, on appelle ça détermination. Donc si on n'est pas déterminé, bien entendu, on n'arrive pas à résoudre le problème. Et puis donc, vient une autre attitude, c'est la tendance pour une personne à poser des actes spontanés et réfléchis. Il y a parfois des élèves impulsifs qui lisent rapidement le problème, ils commencent irrésistiblement à faire des calculs, écrivent la réponse sans indiquer l'unité appropriée et ne fait pas de retour sur la démarche. Ils ne procèdent pas de façon rigoureuse dans la progression de la démarche. Et là, vous allez remarquer ça pendant, par exemple, un examen. Généralement, quand on est face à un certain nombre d'exercices de mathématiques, l'élève impulsif ne lit pas la copie tout entière. C'est-à-dire qu'ils se mettent à répondre rapidement, première question, deuxième, etc. Ce qui lui arrive en général, c'est d'avoir des difficultés au niveau d'une question, ils sautent à une autre question, et puis ça ne marche pas non plus. Puis après la troisième, alors ce qui lui arrive, peut-être même il saute dans un autre exercice, alors le temps coule et il y a un manque de concentration, donc c'est une attitude d'impulsivité. Alors que normalement, il faut lire l'épreuve tout entière ou l'exercice, l'énoncé plusieurs fois pour pouvoir l'imaginer d'une manière exhaustive, avoir une idée globale, parce que généralement un exercice de mathématiques, il a un objectif, donc il faut savoir, il faut se poser des questions. Et généralement, il faut séparer les données et la conclusion, se poser des questions, se dire par exemple,
qui sont les données, quelle est la solution recherchée, comment est-ce qu'on peut faire, même si on est seul. Hein, il faut parfois faire des monologues, c'est-à-dire se poser des questions très intéressantes, et de là jaillissent beaucoup d'idées. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'attitude d'impulsivité. Alors, il y a aussi des attitudes positives, par exemple, qualités qui amènent l'élève à ne pas abandonner sa tâche et à ne pas se décourager. Il y a l'élève persévérant, c'est-à-dire bien déterminé à réussir la résolution de son problème. Donc l'élève persévérant, il s'assure de bien comprendre le problème, il atomise le besoin, il avance pas à pas dans sa démarche, revient sur sa démarche, contourne les difficultés, vérifie ses calculs et fait toutes les vérifications pertinentes. Et là aussi, je vais évoquer un point très intéressant. Généralement, quand on lit l'énoncé tout entier, les réponses aux premières questions se trouvent dans les suivantes. C'est ce qu'on appelle l'étude à rebours. Donc, c'est de l'intérêt de lire l'énoncé tout entier plusieurs fois, s'il le faut. Donc, il y a le phénomène ou l'attitude de persévérance. Vous voyez que c'est un certain nombre d'attitudes qui sont invisibles, mais il faut en être conscient. Du moment qu'on est conscient de notre situation, surtout affective et sentimentale, on arrive à chasser les attitudes négatives qui bloquent notre réflexion. Et puis après, bien sûr, le sentiment de plaisir. Alors, le sentiment de plaisir qui résulte de l'accompagnement d'une tâche. L'élève est satisfait quand il fait une découverte, même si elle est minime. Il éprouve aussi des sentiments de plaisir quand il redécouvre une nouvelle stratégie, ou encore quand une stratégie peut être appliquée à des domaines nouveaux. Et là, effectivement, généralement, se poser la question quand vous apprenez un concept mathématique, une notion mathématique en général, vous devez vous poser la question à quoi ça sert? Où est-ce que je peux utiliser ce concept, cette notion? Vous voyez, il y a des moyens maintenant pour, effectivement, manifester l'aspect des pratiques, outils des concepts mathématiques. Vous devez être convaincu que la nature est pleine de concepts mathématiques. Ils ne sont pas venus tomber du ciel. Mais, surtout, il faut les découvrir pour pouvoir répondre à un certain nombre de phénomènes. Voilà donc un certain nombre de comportements ou d'attitudes qui sont adaptés par l'élève face à la résolution de problèmes mathématiques. Voici donc quelques exemples d'attitudes. Alors, il y a d'abord les élèves qui aiment ou n'aiment pas résoudre des problèmes, donc il faut apprendre à aimer ce que l'on fait, c'est la condition nécessaire. Et le fait d'aimer aide beaucoup à développer des attitudes positives. Par exemple, une attitude qui peut aider l'élève, que ce soit sur le plan de résolution de problèmes, ou le bloquer parfois aussi. Alors, il y a des élèves qui considèrent des problèmes mathématiques comme des défis, ou alors les autres qui les considèrent comme des obstacles insurmontables. Il y a des élèves attentifs ou distraits. Devant un problème, on ne doit pas être distrait, c'est-à-dire il faut être attentif. Voilà. Ce sont donc des gestes mentaux qui consistent à concevoir clairement la situation dans un problème et à faire le lien entre la réalité et l'univers mathématique et à connaître le pourquoi. L'élève comprend le problème s'il l'a bien évoqué, c'est-à-dire s'il l'a bien lu et a bien essayé de le comprendre, et s'il lui donne un sens. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que l'on a compris un problème? Quand on peut le raconter à autrui, c'est-à-dire le reformuler sous une autre forme, le mettre sous une autre forme, pour pouvoir l'expliquer aux autres. Donc ce sont des exercices très simples, et à force de le faire à chaque fois, parce que le cerveau a besoin aussi d'un entraînement.
Alors, maintenant, je passe à un certain nombre de phénomènes, de gestes mentaux qu'il faut développer face à la résolution d'un problème. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'esprit critique. En français, on dit par exemple, il ne faut pas avaler des pilules, c'est-à-dire il ne faut pas accepter n'importe quoi. Par exemple, si on trouve un résultat, par exemple, cosinus alpha égale 1,5, relativement, il faut se poser des questions, comme quoi c'est faux. Parce que un cosinus doit être toujours inférieur à 1, ou un sinus, par exemple. Une probabilité, par exemple, n'est jamais supérieure à 1. Donc, si on trouve un résultat qui n'est pas logique, effectivement, il faut refaire sa démarche. Alors, ce genre d'exemples font développer ce qu'on appelle l'esprit critique. Il y a aussi des gestes mentaux qui consistent à se représenter par l'esprit des objets, d'évoquer des images, de créer, de concevoir en combinant des idées et en établissant des liens, c'est-à-dire le geste d'imagination. Alors, l'élève imaginatif pose des hypothèses, il recherche des nouvelles techniques et des stratégies pour trouver des prolongements aux problèmes ou invente d'autres situations. Par exemple, généralement, il n'y a pas de frontière entre l'analyse et l'algèbre. Donc, il faut savoir faire des passages et généralement, des problèmes algébriques sont résolus géométriquement ou l'inverse. Donc, il faut concevoir, il faut imaginer qu'il n'y a pas de frontière entre les concepts. C'est pour cela qu'il est intéressant de faire des liens avec des concepts, c'est-à-dire la relation, par exemple, dans un champ bien déterminé, algébrique ou analytique, et vice-versa, c'est-à-dire le passage de l'un à l'autre. Voilà, donc, généralement, j'ai essayé de vous donner un certain nombre d'attitudes positives qu'il faut développer, et vous allez être donc, vous situer par rapport à chaque attitude pendant la résolution d'un problème, soit que vous êtes attentif ou alors distrait, soit que vous êtes persévérant ou démissionnaire, c'est-à-dire vous abandonnez le problème facilement, soit que vous êtes donc satisfait, c'est-à-dire exprimer l'émotion de satisfaction quand vous arrivez à la solution d'un problème, c'est-à-dire sentir le triomphe, la réussite, le plaisir. Voilà, donc un certain nombre d'attitudes, de comportements qu'il faut développer, et généralement on ne fait pas attention à ce genre de comportement, parce que en classe, on ne peut pas savoir ce qui tourne à l'intérieur d'un enfant, d'un élève. Donc c'est à lui de découvrir les attitudes positives et négatives. Et à force de le faire, comme je vous ai dit, on atteint une compétence relative de résolution de problèmes. Alors, je vous remercie.